pourquoi avez-vous voulu écrire une biographie de Freud? Vous savez, quand on écrit des livres, c'est quelque chose qui ne se décide pas à l'avance. Ça s'est imposé. J'avais fait le tour de la psychanalyse. J'ai écrit l'histoire de la psychanalyse en France, puis la biographie de Lacan, puis avec le dictionnaire de la psychanalyse à peu près tous les pays. J'ai fait, ça fait plus de 20 ans que j'enseigne l'histoire de la psychanalyse. Et il y a une sorte de logique à un moment qui s'est imposée. Il n'y en avait plus de biographie depuis Peter Gay. La dernière sérieuse, avec des archives, c'est Peter Gay, 1988. Donc, elle est formidable, mais il fallait renouveler. Et des nouvelles archives sont ouvertes maintenant à Washington. Et puis, je pensais qu'il fallait faire une approche de Freud un petit peu différente de celle des historiens américains comme Peter Gay. Je voulais faire une approche beaucoup plus austro-hongroise, mytho-repas, un Freud plus goethéen, un Freud partagé entre l'obscur et la lumière, et puis invalider beaucoup de rumeurs et tenir compte beaucoup plus de toutes les correspondances qui sont maintenant publiées et de tout ce qu'on sait sur Freud. Et évidemment, la recrudescence, pour quelqu'un qui fait de l'histoire, la recrudescence des rumeurs, la recrudescence de l'ignorance, même dans le milieu psychanalytique, je me suis rendu compte qu'au fond, plus personne savait qui était Freud. On lit les textes de Freud. En France, beaucoup, on les enseigne. Mais comme un corpus un petit peu figé. Et en plus, l'idée de connaître Freud par sa vie et ses correspondances, quand même, 10 000 lettres disponibles, plus même, plus personne, au fond, savait bien qui était Freud. Et donc, ça s'est imposé, et je l'ai fait rapidement. Je suis allée à Washington, à la bibliothèque du Congrès. Je connaissais déjà beaucoup de choses, parce que presque tout est publié, même en français. Et je pense qu'il fallait aussi implanter cette nouvelle façon de voir Freud aux États-Unis. Et pour moi, la première grande joie que j'ai eue, c'est quand j'ai su que j'allais être traduit, c'est Harvard University Press. Parce que ça veut dire qu'on va relancer les débats historiographiques sur Freud dans le monde anglophone qui domine les travaux d'histoire. Comme vous avez vu dans cet ouvrage, les travaux que je cite sont majoritairement américains. Vous êtes resté très longtemps à Washington? Non, je suis restée une semaine, parce que ça suffit. Attention, il ne faut jamais se noyer dans les archives. C'est-à-dire, quand on va à Washington aux archives Freud, il faut savoir ce qu'on va chercher. Parce que sinon, on y passe des mois. Donc, je savais pertinemment ce que je voulais aller chercher. C'était les cas de Freud, ceux qu'on ne connaît pas, des détails précis, de petits témoignages, puisque tous les autres, on les a déjà. Je n'ai pas consulté les lettres de Freud qui sont déjà publiées. C'est inutile. C'est pas la peine. On les connaissait déjà. En revanche, je voulais voir tous les détails, son départ, tous les gens inconnus, les témoignages de voisins qu'il avait à Vienne, la vie quotidienne de Freud, tout ça. Et puis les cas inconnus qui avaient été explorés en réalité par des anti-freudiens qui avaient critiqué Freud. Autrement dit, les anti-freudiens qui dominent, les historiens anti-freudiens qui dominent un petit peu l'historiographie américaine, ont apporté beaucoup. Vous savez qu'on progresse dans l'histoire quand on est attaqué, quand il y a un conflit. L'histoire des camps d'extermination ont progressé grâce aussi aux gens qui niaient leur existence. Donc, si vous voulez, c'est un débat permanent. Et on était dans une époque où ce qui domine un peu la scène internationale, c'est le rejet de Freud, ce sont les rumeurs, sa sexualité, sa vie dite scandaleuse. Bon. Et donc je voulais faire un état des lieux de la vérité. Et objectif, invalider toutes sortes de rumeurs. Freud n'a pas dit ça, il a dit ça. Par exemple, beaucoup de psychanalystes, beaucoup de gens pensent encore de moins en moins que Freud a dit en arrivant aux États-Unis que
Il ne savait pas qu'il apportait la peste, il ne l'a jamais dit. Quand il est parti de Vienne, comme vous avez vu, il n'a jamais dit « je recommande la Gestapo à tous ». Donc, toutes sortes de rumeurs qu'il fallait invalider. Et puis, faire cet éclairage d'un Freud de la mythologie profondément ancré dans les lumières allemandes. Freud se sentait l'héritier de Goethe, comme oui, vous le dites dans votre livre. Et quel est le rôle, à votre avis, de l'écriture dans son œuvre et dans la diffusion de cette œuvre? Mais Freud était un écrivain né. Il écrivait magnifiquement. On l'a oublié parce qu'on a des mauvaises traductions souvent, hein, notamment en France. Enfin, maintenant, il y en a des bonnes. D'autre part, on a chargé Freud d'une conceptualité qui existe, bien sûr, mais on oublie un peu que c'est le contraire de Lacan, hein, qui écrivait autrement, assez complexe, hein, et Freud écrit assez simplement. Donc, c'est un auteur. Et j'ai voulu le montrer aussi comme un penseur qui est un auteur, et qui écrit tous les jours, qui écrit tout le temps, qui écrit des lettres absolument extraordinaires. Freud, il n'y a pas que l'œuvre théorique, il y a l'œuvre littéraire, l'œuvre politique, l'organisateur du mouvement, l'écriture des cas, l'histoire des cas, et puis les pistoliers. Alors, il y a deux sortes de correspondances qui nous font connaître Freud, les correspondances dites intellectuelles avec les disciples, et puis les correspondances intimes de famille, qui maintenant sont très connues, sont publiées, et c'est passionnant. Vous savez, pour quelqu'un comme moi, c'est formidable de faire Freud, parce que je sortais d'une histoire très tumultueuse, avec la France, avec Lacan, qui est probablement le personnage le plus fascinant pour un biographe, parce que Lacan, c'est comme Marguerite Duras, ou c'est comme un moderne, c'est tellement difficile, conflictuel, douloureux par certains côtés. Et Freud est un homme simple qui a vécu une époque horrible. Voilà. Mais Freud est un classique, c'est un penseur classique. Il n'y a pas de secret de famille horrible, il n'y a pas de vie cachée, il n'y a pas tout ça. C'est un penseur classique qui fonde un mouvement, qui est d'ailleurs avec beaucoup de défauts. Les défauts principaux de Freud, c'est quand même cette idée que la psychanalyse a un petit peu réponse à tout. Hein. Il y a une passion de tout ça. C'est un homme qui construit un cénacle avec des disciples, se dispute dans la vie. C'est un homme passionnant par son classicisme. Alors évidemment, les souffrances, les douleurs, la maladie, et puis tout de même 2 guerres. La Deuxième Guerre mondiale, il ne la vit pas, mais il vit l'avancée du nazisme qui va détruire la totalité de ce qu'il a fait. Et donc... Alors, vous le présentez dans votre livre, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, comme un être paradoxal. C'est-à-dire un être de la lumière et de l'ombre. Oui. Et il y a même un chapitre qui s'appelle « Lumière sombre ». Oui. Alors, je voulais vous demander si, à votre avis, l'originalité de l'œuvre de Freud est justement liée à ce caractère paradoxal. Oui, mais ça c'est connu. Ce sont des penseurs progressistes, mais qui considèrent, à la suite de beaucoup d'autres, hein, même de Diderot par exemple, ou même de Sade, hein, mais autrement, que l'être humain n'est pas bon par nature, mais qu'il faut que la civilisation le fasse progresser. Donc Freud ne pense pas que tout est donné d'avance, comme beaucoup de penseurs réactionnaires qui considèrent que les foules sont horribles, que l'homme est horrible et qu'il faut réprimer les mauvais instincts. Freud considère qu'il faut les sublimer et que donc la loi et la civilisation des hommes jouent un rôle dans la manière de contrôler les pulsions les pires. Donc c'est une pensée très forte, mais c'est ce qu'on appelle les lumières sombres. Celui qui a écrit beaucoup sur cette question, c'était Adorno, qui avait vraiment rattaché Freud aux lumières sombres. Et moi, évidemment, j'ai creusé ce terrain et je l'ai aussi rattaché à Thomas Mann, à Stefan Zweig, c'est-à-dire
d'une part au plus grand écrivain allemand de son époque, qu'il a reconnu, et puis au désespoir viennois. Freud est aussi un homme de la Belle Époque. Donc, à la fois où toutes les utopies sont possibles, où on croit que le bonheur va être possible sur Terre de nouveau, en tout cas jusqu'en 1914. Il y a un premier Freud très enthousiaste. Hein. Il considère que sa doctrine peut sauver des existences, qu'il faut libérer la sexualité. Tout ça existe. C'est une époque que j'aime beaucoup, mais il a conçu au fond la psychanalyse pour des personnages qu'on trouve dans les romans de Proust. C'est une époque où les grands bourgeois ne se soucient pas du peuple. Ne se soucient pas du peuple, ont abandonné la politique par certains côtés, s'interrogent sur eux-mêmes et s'interrogent beaucoup plus sur leurs problèmes que sur leur avenir. Freud est un homme inouï en ce qui concerne sa conception de l'histoire. Chaque époque archéologique de l'histoire de l'humanité est inscrite en nous. C'est passionnant. Donc il n'est ni colonialiste, il ne considère pas qu'il y a des mauvais sauvages, ni anticolonialiste, il considère que nous sommes l'ensemble d'une humanité. Chaque sujet est une humanité qui comporte la sauvagerie, la grandeur, la beauté. Voilà. C'est exprimé merveilleusement dans Totem et Tabou. Et c'est surtout un homme qui prend des vieux mythes pour les moderniser. Il va quand même chercher les tragiques. Alors, j'aimerais parler du commencement, et justement à partir d'un chapitre de votre livre qui s'appelle « L'invention de la psychanalyse ». Il est question du rapport de Freud avec ses rêves. Ce chapitre est un éblouissement, et j'aimerais beaucoup que vous parliez ici de la façon dont Freud s'est pris pour écrire l'interprétation des rêves. Ah ben, c'est un livre étonnant, parce que des traités du rêve, de neurologie, il y en a depuis l'Antiquité. L'idée que les rêves ont une signification, Freud ne l'invente pas. Freud n'invente rien de particulier, c'est ça qu'il faut voir. Il est dans une grande continuité. Et puis d'un coup, il l'interprète autrement. C'est ça la nouveauté. J'aimerais que vous parliez de la façon dont il faisait ça. Ben, il se réveille la nuit, il rêve lui-même, il note ses propres rêves, il s'interroge sur lui-même. On a appelé ça l'auto-analyse. Et donc, c'est une formidable égo-histoire. Voilà. Il se raconte lui-même. Et à l'intérieur de cette interprétation, d'ailleurs, le chapitre 7, ensuite, il va théoriser. Mais c'est aussi un récit. Et ça commence par, tout de même, la descente en enfer. C'est un poème en vers libre inspiré de Dante, c'est présent, en permanence, de Virgile, bien entendu. Ouais. C'est un grand lecteur de Dante et de Virgile aussi, surtout Virgile. Et il descend dans sa propre histoire et du coup dans l'histoire de l'humanité. Et c'est évidemment à cette époque qu'il va avoir cette idée géniale, qui ensuite va devenir un dogme, mais qui est quand même génial, c'est « nous sommes tous des héros de tragédie ». L'idée en 1897 de dire « on est tous des héros de tragédie », on est Édipe et Hamlet, hein, c'est-à-dire les deux pivots des grandes tragédies occidentales. Édipe, l'inconscient qui agit à notre place, Hamlet, la conscience coupable. Bon. Et Freud dit, au fond, nous sommes tous Édipe et Hamlet, et tous les malades que je traite, les névrosés, c'est Édipe et Hamlet. Or, à l'époque, on les traitait comme des malades. On leur donnait des bains, on les envoyait dans des sanatoriums, on ne leur parlait pas, et d'un coup, Freud va dire, mais vous êtes des héros de tragédie. Pour un névrosé ordinaire, c'est tout à fait extraordinaire de devenir Édipe, parce qu'on se rattache à une histoire. Et on s'humanise. On s'humanise. C'est ça. Et puis, Freud va, au départ en tout cas, il va y avoir une sorte d'effacement du clivage entre les névrosés et les thérapeutes. Il considère qu'on est tous avec les mêmes problèmes. Ce qui fait qu'il va avoir des disciples fous, autogrosses, qui m'intéressent beaucoup. C'est-à-dire la frontière est effacée, tout de même, entre la folie et la raison. Après, il va la rétablir. Freud s'aperçoit, à partir de 1914, l'introduction au narcissisme, Freud s'aperçoit qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de guérir. Ils ont beau avoir analysé leurs problèmes, ils vont très mal. Donc il introduit cette idée des pathologies de narcissisme, puis
du masochisme, puis de la pulsion de mort. En gros, hein. On a parlé de Freud en tant que clinicien. J'aimerais vous entendre parler du rapport de Freud avec les femmes. Parce que c'est un point très, très polémique. Hein. Là aussi, c'est-à-dire, on dit par exemple qu'il est misogyne. Enfin, il faudrait reprendre ces... Écoutez, il faut absolument se débarrasser des anachronismes. Est-ce que, en son temps, Freud a été misogyne? Non. La réponse est non. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer alors, ça pour parce que les gens que le sachent? Freud, d'abord, avait, dans sa vie, fait un choix qui était, il était amoureux d'une femme à l'ancienne, de son époque, qui n'était pas non plus une sotte destinée à rester à la maison pour élever les enfants. Mais dans sa vie, sa conception de la vie familiale, la femme restait à la maison pour élever les enfants, à condition qu'elle aime ça. Donc, le désir est capital. Donc, Freud est tombé amoureux d'une femme qui avait les mêmes désirs que lui. Et donc, d'emblée, Martha, dans sa vie, est une femme qui a envie d'avoir une famille. En quoi Freud n'est pas du tout misogyne dans ce partage des tâches. Par ailleurs, dans sa vie, il va s'entourer de femmes absolument différentes de la sienne. À commencer par sa belle-sœur, Mina. C'est un homme qui a besoin de vivre avec des femmes autour de lui. Il a été adoré par sa mère, il était entouré de sœurs, et il avait besoin d'avoir autour de lui des femmes, la vie des femmes, la compagnie des femmes. Et donc, sa belle-sœur, c'est la partie intellectuelle de lui-même. Est-ce qu'il était misogyne dans son éducation? Non. Il était contre les mariages arrangés qu'il avait vécu dans sa propre famille. Lui-même a fait un mariage d'amour. Et il a considéré que ses filles devaient choisir les maris qu'elles voulaient. Certes, il avait envie d'avoir des petits-enfants, il voulait qu'elles soient heureuses en ménage, mais quand Anna Freud a finalement voulu avoir un destin contraire, et qu'elle voulait être sa disciple, il a fini par accepter. Il a même accepté qu'elle soit... On voyait bien qu'elle était homosexuelle. A-t-elle pratiqué son homosexualité? Personne ne le sait. Mais en tout cas, elle a vécu avec une femme toute sa vie, qui était Dorothy Birmingham. Voilà. Il s'exprime beaucoup, beaucoup dans sa correspondance et à son entourage. Je vis comme un bourgeois du siècle dernier. J'ai des désirs de bourgeois. Je n'aimerais pas que mes enfants divorcent. Mais je suis favorable. Je sais que ça va arriver. Il va se montrer favorable à l'avortement après la mort de sa fille. Il est favorable à la contraception. Alors il la pratique à sa façon, hein, par l'abstinence. Oui. Ça a beaucoup choqué, mais moi je pense qu'il pratique l'abstinence comme forme de contraception, puisque s'il avait été un affreux misogyne, il aurait continué à avoir des relations sexuelles avec sa femme qui n'avait plus du tout envie. Elle n'avait plus du tout envie, elle ne voulait plus d'enfants. Bon. Donc il va s'abstenir. La rigidité de Freud, elle n'est pas de ce côté-là. Elle n'est pas là. Elle est dogmatique. Elle est dans le fait qu'à partir du moment où il a installé sa doctrine, il veut qu'elle s'applique. Il n'aime pas les dissidents, les hérétiques. Au fond, il a une conception de la science très solide. Il dit « l'expérience tranchera ». Je pense que c'est le même problème sur l'homosexualité. Freud était pour la dépénalisation. Freud ne pouvait pas imaginer un instant que les homosexuels sortent du registre de la perversion. Enfin, Freud ne pouvait pas imaginer. Il était pour la dépénalisation. C'est capital à l'époque. Et vous-même, vous avez pris position. Mais évidemment. Mais comment voulez-vous, si on fait de l'anachronisme, imaginer que Freud ait pu imaginer un instant que les homosexuels voudraient se marier, fonder des familles? La seule chose qu'on peut dire sur Freud, c'est que quand sa fille a voulu vivre avec une compagne et élever les enfants de cette compagne, Freud s'y est pas opposé. Il a dit ça fait une famille de plus. Alors, il y a
aujourd'hui des féministes un peu excitées, qui considèrent que donc Anna Freud était une féministe queer, voilà, qui anticipait le mariage homosexuel. Pas du tout. Pas du tout. Ni dans un sens, ni dans un autre. Et Anna Freud a plutôt été très homophobe. Étant homosexuelle elle-même, elle considérait que les homosexuels ne devaient pas devenir psychanalystes, qu'il fallait corriger ça. Elle était répressive. Elle-même, de sa propre homosexualité, qui probablement ne s'est Elle aussi était un être paradoxal. Elle était un être paradoxal. Bon, vous avez écrit que Freud a fait preuve d'une désastreuse attitude de neutralité politique. Est-ce que vous pouvez développer ce point? Cette idée que la psychanalyse doit pouvoir s'exercer sous n'importe quel régime a été calamiteux. Pourquoi? Parce que, à partir d'un certain moment, les psychanalystes affrontent deux sortes de situations. La montée du fascisme, que fait-on? Et puis tout de même les pays communistes, où à partir de 1930 seulement, elle va être interdite. Et du coup, Freud est à la fois beaucoup trop anticommuniste, c'est-à-dire que dans son mouvement, il va combattre avec Jones ce qu'on appelle la gauche freudienne, pas d'idée de freudo-marxisme. Il est absolument contre l'idée de lier la révolution sociale avec la révolution psychique. Il est vrai que ça lui est difficile d'accepter Wilhelm Reich, qui est l'incarnation du freudo-marxisme, qui est tout de même très biologiste, hein, et qui est fou en plus. Puis, confronté à la montée du nazisme, il va soutenir cette politique de Jones, au moins jusqu'en 1938, en Allemagne, qui est, peu importe, il est parfaitement lucide hein, sur les horreurs du nazisme, mais il ne se rend pas compte de ce que ça va devenir. De sorte que quand Jones collabore avec les nazis à Berlin à partir de 1935 pour maintenir une société psychanalytique arianisée sous le nazisme, tout en faisant évacuer les juifs. Hein. Jones est celui qui sauve les juifs d'Allemagne et qui collabore avec les nazis. C'est très, très conservateur. C'est une politique, elle se tient. Sauf que les problèmes politiques rattrapent la psychanalyse. Comment peut-on maintenir une société psychanalytique à Berlin alors qu'on est décrété science juive? Comment peut-on, dans un système aussi abominable... Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait s'en aller, c'est-à-dire ne pas maintenir. Là-dessus, Reich avait raison. Il fallait liquider la société psychanalytique de Berlin. Parce que ça a pesé ensuite pendant des dizaines d'années, ce passé qui n'est pas passé. Hein. Il a fallu attendre les années 80 pour qu'on connaisse cette période de prétendu sauvetage. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand Jones veut imposer cette politique à Vienne, la même collaboration avec le nouveau régime, là, les psychanalystes ne veulent pas. Reste que cette idée de la neutralité de la psychanalyse est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'on la retrouve aujourd'hui. C'est au nom de cette même idée de neutralité qu'elle se suffit à elle-même que les psychanalystes sont devenus, partout dans le monde, je dirais à 70%. Pas en Amérique latine. Alors, pas en Amérique latine, mais il y en a quand même, que c'est au nom de cette absence d'engagement que d'une part, ils méconnaissent complètement leur histoire. L'histoire n'a pas d'intérêt puisque la psychanalyse se suffit à elle-même. Hein. On n'a pas besoin de savoir ni la vie de Freud, ni ce qu'il y a, ça se suffit à elle-même. Ça s'est répété dans le lacanisme de façon horrible, chez les Kleiniens aussi. C'est l'idée qu'elle se suffit à elle-même pour comprendre le monde. Et donc, alors évidemment, ça a donné cette méconnaissance, incompréhension et attitude extrêmement réactionnaire dès qu'il y a un changement de société. Quand c'est un changement de société politique qui au fond, ne touche pas directement les psychanalystes. Au fond, c'est des anarchistes de droite, quoi, en gros. Hein. Je reste neutre vis-à-vis de tout engagement dans les sociétés. Mais quand ça touche à la question de la réorganisation de la famille, logiquement, ça les touche directement. Voilà. Et à partir c'est donc pas un hasard
si ils ont été taxés de conservatisme et d'être réactionnaires, à partir des débats sur la question homosexuelle des années 80. Ils ont maintenu l'image de l'homosexuel pervers à la Proust et à la Oscar Wilde, à une époque où les homosexuels entraient dans l'ordre familial. Bon. Et donc voulaient tout simplement, on va le traduire analytiquement, être des névrosés ordinaires et faire des familles. Bon. Comment les psychanalystes n'ont rien compris à ça? Ils commencent maintenant à comprendre, il faut le reconnaître. Ils bougent. Mais ils bougent parce qu'ils sont obligés. Parce que la société civile ne veut plus d'eux. Alors, pour des tas de raisons. La société civile ne veut plus d'eux parce qu'ils se sont trompés sur ces questions. Et comme ça a coïncidé avec la grande vague d'antifreudisme, les psychanalystes se sont trouvés dans une situation impossible, niant l'importance de l'histoire. Ils ont méconnu, ils n'ont pas voulu s'affronter aux antifreudiens qui disaient un certain nombre de vérités sous forme négative. Ils n'ont pas voulu s'affronter directement au problème des transformations de la famille. Et comme par ailleurs, il y a eu la grande vague du tout chimique, c'est-à-dire de la réduction des problèmes névrotiques et des psychoses à des questions organiques, ils se sont trouvés dans une situation très difficile. Du coup, ils n'ont lutté que contre le scientisme chimique, c'est-à-dire le retour là, oui, mais pas pour le reste. Vous-même, vous avez pris position sur beaucoup de questions de société. Surtout, à peu près, oui. Comme la légalisation du mariage entre personnes du même sexe et la possibilité pour des couples homosexuels d'élever des enfants. Pouvez-vous parler sur ça, s'il vous plaît? Ça va ensemble. Il ne faut pas se leurrer. Dans les années 90, moi je fais partie d'une génération absolument favorable à l'émancipation des homosexuels, à la dépénalisation, vivant dans un milieu intellectuel. Je ne pouvais pas imaginer dans les années 90 que les homosexuels voulaient devenir des petits bourgeois faisant des familles. Bon. Quand on est confronté à ce problème, qu'on a été favorable à la dépénalisation de cette sexualité dite perverse, et qu'on s'aperçoit qu'une jeune génération ne veut plus du tout être comme ça, mais faire famille, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de comprendre pourquoi. Et on voyait bien qu'après le cataclysme du sida, le désir de vie des homosexuels passait par le désir de se normaliser. C'était un désir de se normaliser dans l'ordre familial. En quoi c'est choquant? Ça peut paraître étrange pour ma génération, qui a lutté au fond pour l'émancipation de toutes les sexualités. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Et on voit une révolution autre. Ils veulent se normaliser. Je ne vois pas... On n'avait pas d'argument pour s'y opposer. Et du coup, à partir de là, des années 90, je me suis posé la question. Et il était évident que si on instaurait le Pax, c'est-à-dire un mariage spécial pour les homosexuels, 10 ans plus tard, on ferait le mariage. Écoutez, quand on est historien, on commence par émanciper et on va jusqu'au bout. Donc c'est inutile de continuer à s'opposer à quelque chose qui de toute façon se fera. Alors à partir du moment où quelque chose se fait, il vaut mieux militer pour qu'elle se fasse bien. Autrement dit, il était évident que les homosexuels allaient se marier et du coup, il fallait penser à la question des filiations. Si les homosexuels veulent se marier, c'est pour avoir des enfants. S'ils veulent avoir des enfants, évidemment, ils ne peuvent pas les avoir toujours par les voies naturelles. Donc, le meilleur système a été que des femmes homosexuelles se mettent en coparentalité avec des hommes homosexuels. Ça marche pas mal. C'est le modèle de la famille recomposée qui existait déjà. Hein. Et les progrès de la science étant ce qu'ils sont, le désir d'enfant étant devenu si important dans nos sociétés, évidemment qu'on va être obligé de réglementer toutes les formes nouvelles de procréation, y compris pour les hétérosexuels. C'est-à-dire que la famille dite naturelle, elle va toujours exister. Elle est quand même majoritaire à 90%. Bon, pas sa famille dite naturelle est recomposée, hein, majoritaire. Il y aura 10% d'homosexuels. Il y a 10% d'homosexuels dans tout le temps. Le chiffre est constant. C'est la raison pour laquelle
je suis favorable à la réglementation de la gestation pour autrui, de façon à éviter ce qui se passe aujourd'hui, c'est que comme c'est clandestin, on achète des enfants, on loue des ventres, évidemment c'est clandestin. Donc il faut réglementer au maximum, mais en sachant en même temps que la réglementation n'évitera jamais les extravagances, les folies, les errances. Or, les opposants à tout ça brandissent les cas particuliers. On brandit les cas que j'ai évoqués dans mon livre sur la famille, évidemment, d'une sœur qui se fait inséminer par le sperme de son frère. On brandit la filiation à trois, on brandit des choses qui existent, les inséminations avec le sperme du père. Oui, bon, mais si on réglemente, on peut l'interdire. Et à partir de ce moment-là, on évitera tout de même toutes les sauvageries des GPA, des procréations médicales, etc. Or, on vit dans une époque très catastrophiste. On a peur de tout. Écoutez, j'ai vu revenir dans les arguments des gens qui y sont hostiles des thèses aberrantes. La fin de la famille. Mais ça n'existe pas, la fin de la famille. Il n'y aura jamais de fin de la famille. C'est une catégorie anthropologique. Il y a encore les familles qui ont la fin. Non, mais la fin de la famille. On l'avait annoncé avec le divorce, on l'avait annoncé avec l'avortement. On annonce toujours la fin de quelque chose qui n'arrive jamais. Bien. Rien ne se finit jamais. Ça, la leçon de l'histoire est fondamentale. Ça s'appelle l'évolution. Et donc, il n'y a pas de fin. Il y a des choses qui finissent et il y a des choses qui se refont. Vous savez, on peut comparer avec beaucoup de choses. Les psychiatres biologiques de la fin du XXe siècle avaient annoncé cette chose dans les années 1980. Avec la chimie, il n'y aura plus de suicide. Ça m'avait paru délirant. Voilà. Éradiquer le suicide. Mais vous voyez bien que ça ne tient pas. Ça veut dire que le suicide serait une maladie qu'on éradiquerait. Non. Parce que ça peut être une forme d'expression radicale de la liberté. Mais bien entendu, c'est une catégorie anthropologique. La mort volontaire existe dans toutes les sociétés. Si vous la mettez dans la catégorie des maladies mentales et que vous croyez que vous allez l'éradiquer avec de la chimie, ça ne peut pas marcher. Donc, on ne peut pas faire comme ça. On ne peut pas penser l'humanité comme ça. Même chose sur l'homosexualité. La crainte a été, si on légalise, alors tous les enfants élevés par des homosexuels vont devenir homosexuels. Eh bien non. Voilà. Non. C'est même le contraire. Toutes les enquêtes montrent que quand on est élevé par un certain type de parents, on a plutôt tendance à faire le contraire, puis ensuite à répéter. Mais en tout cas pas d'être homosexuel. Ce n'est pas un choix, l'homosexualité. C'est une réalité, ce n'est pas un choix. C'est une catégorie culturelle sans aucun doute. Et à mon sens, comprendre aux gens. Voilà. Mais attention, il y a une énigme de l'homosexualité, si on regarde vraiment. Freud a essayé de théoriser l'homosexualité masculine et féminine. Il a dit que ce n'était pas la même chose, en quoi il a raison. C'est pas la même chose. Mais sa théorie est dépassée. L'idée que ça vient de ce rapport exclusif à la mère, que l'homosexuel est un bisexuel qui s'ignore. Cette jeunesse de l'homosexualité, qui se passerait au moment du complexe d'Édipe, elle ne marche pas. Elle ne marche pas parce qu'on constate des choses très étranges. Le sentiment d'être attiré par le même sexe existe très très tôt. Bon. Pourquoi ? C'est une énigme. Alors, c'est pas lié au narcissisme, à votre avis. Mais écoutez, c'est le semblable qu'on aime. Eh bien, je n'en sais rien. Parce que ça a été une théorie peut-être valable à une époque donnée. Si vous voulez, dans ce que Freud a amené la psychanalyse, il y a des invariants qui existeront toujours. L'inconscient, la sexualité, le désir de mort. Il y a des invariants qui existent dans toutes les sociétés. Mais l'homosexualité est un invariant. Mais sa genèse, elle est compliquée. Voilà. Et là,
on constate énormément de choses sur l'homosexualité. On constate que... Bon, alors, on constate que le sentiment de l'homosexualité est très tôt, bon, qu'il n'est pas forcément lié, et c'est évident dans le cas de la fille de Freud, c'est pas forcément lié à une répression venue de la mère. C'est pas non plus lié à un gène. Les homosexuels ont voulu chercher un gène. C'était beaucoup plus simple de croire que c'était dans la nature. Ben non, c'est pas dans la nature. Est-ce que c'est dans la culture? Oui. Quel type de culture? Quelle est la genèse? Soyons prudents pour le moment. À la grande limite, faut-il essayer de l'expliquer? Mais oui, on ne peut pas ne pas l'expliquer. Et vous savez pourquoi? Parce que la science, elle a besoin d'expliquer. Pourquoi 10% de l'humanité, en gros, est attirée par le même sexe? C'est une vraie question. Bien sûr, on ne peut pas ne pas se la poser. Il y a toujours eu de tout temps des homosexuels. Ils ont été classés différemment selon les sociétés. On en a fait une catégorie intellectuelle dans la Grèce antique, mais je vous rappelle que l'homosexuel ne pouvait exister dans la Grèce antique que s'il faisait famille avec des femmes. On condamnait l'homosexuel qui ne se mariait pas. L'homosexuel était une chose intellectuelle supérieure aux autres, a été classé comme intellectuel. Ensuite, le christianisme l'a banni comme quelque chose de démoniaque, la bourgeoisie aussi. Donc, si vous voulez, ça a toujours existé et on en fait autre chose. Bon. Et maintenant, moi, je me pose des questions, là, qu'on va commencer à pouvoir résoudre. Ça n'est plus, à partir du moment où elle est normalisée, où les homosexuels... Alors là, je reviens au plan clinique, où vous avez aujourd'hui des homosexuels de 30 ans, élevés 30, 35 ans, 40 ans, élevés dans la liberté. Vous vous apercevez qu'ils viennent en analyse pour des problèmes névrotiques. Mon compagnon m'a trompé, il me rend malheureux, il est allé avec quelqu'un d'autre. Quelle est la différence? Mais quelle est la différence avec une névrose de jalousie? On s'aperçoit que sa normalisation fait qu'ils vivent exactement comme les autres. D'autre part, ils n'ont plus besoin, moins qu'avant, de se marquer physiquement, d'être efféminés. Au fond, ça ne se voit pas aujourd'hui. Bien. Et puis, au milieu de ça, émergent des homosexualités pathologiques, qui ont toujours existé. Et donc, vous avez au contraire un nombre d'homosexuels qui revendiquent cette position de pervers de la civilisation. Ils ont parfaitement le droit, et c'est très bien. Bon. Ils sont en général plus réactionnaires politiquement que ceux qui veulent se marier. Vous avez vu beaucoup d'homosexuels qui étaient contre le mariage, parce qu'ils voulaient préserver cette position de maudit de la civilisation. Mais je pense que maintenant, on va commencer à comprendre un petit peu quelque chose, et que peut-être, ça ne sera pas toujours la recherche narcissique de soi-même. Alors, pour finir, j'aimerais bien... Il y a longtemps, vous avez écrit que l'avenir de la psychanalyse se trouvait dans le continent latino-américain, grâce à l'immigration en Argentine, à l'université, à la force de l'université brésilienne. Vous pensez que c'est toujours vrai, ça? Oui. Oui. C'est toujours vrai. Ça ne veut pas dire que ça va l'être toujours. Quand je rencontre des Brésiliens, ils me disent « oui, mais nous aussi, nous sommes envahis par l'organicisme et le cognitivisme. » Oui, c'est toujours vrai. Parce que ce que je pense de l'avenir, les Brésiliens, plus que les Argentins d'ailleurs maintenant, mais enfin, ont réussi quelque chose qui a été l'éclectisme. Ils ont abandonné la force des dogmes. Quand une théorie est très forte, elle fait une révolution. Et ensuite, la révolution devient un dogme. Bon. Ça commence avec Cuba et Che Guevara, et ça se termine avec un dictateur. Mais moi, je ne renonce pas forcément à la révolution. Mais il faut faire attention. Et je pense que les Brésiliens ont eu l'intelligence de devenir complètement éclectiques. Vous savez que ça est lié à la culture brésilienne. Alors, c'est lié, bien entendu, à la culture brésilienne, au métissage, à l'anthropophagie. J'ai suffisamment dirigé de thèses, et je l'ai écrit moi-même, pour voir ça,
à cette espèce de société très, très mélangée. Et ça s'est traduit du fait qu'il y a moins de dogmes.